Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le D, David K, installez-vous confortablement, on part pour un nouveau podcast, mais avec une intro qui va être gigantesque, parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, à vous confier, à vous partager. La toute première chose que j'aimerais vous partager, c'est le Black Friday. Vendredi, j'organise un Black Friday sur mon site, j'en parle très peu, mais j'ai la chance qu'il tourne assez bien pour un site, on va dire, d'un vendeur comme le mien, d'un vendeur comme moi, d'un vendeur comme le mien, c'est pas français. Qui dit Black Friday dit des promotions que je n'ai jamais proposées. J'ai pas pour habitude de faire des promotions parce que pour le coup, le site n'en a pas vraiment besoin étant donné que c'est quand même un TCG indépendant qui est plutôt niche. On est peut-être 10 000 dessus, ce qui est déjà énorme, mais ça n'a absolument rien à voir avec Pokémon. Quoi qu'il en soit, les infos que vous devez connaître. Ce Black Friday va durer 24 heures, pas une minute de plus. Oui, c'est bon, les Black Friday qui durent 3 semaines, c'est pas... Non. Donc Black Friday, le vendredi à partir de 10h jusqu'au samedi matin, 10h. Du moins 20, du moins 30, du moins 40, jusqu'à moins 50%. Je vous conseille donc de faire vos paniers très rapidement parce qu'inutile de vous dire que à 10h le matin, il faudra être dans les starting blocks pour ne pas louper certains items croustillants. Paraît même qu'il y aura des uncut à moins 40. J'en profite pour vous dire que les binders en collaboration Tyrannobox X Hockey Foster sont arrivés sur la boutique de Tyrannobox, que vous pouvez les retrouver. De mon côté, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai rangé ma collection de cartes. Alors attendez, parce que ça va pas jusqu'à la moitié du classeur. Mais voilà, toutes mes cartes sketch de l'Orcana. Ce classeur, il est magnifique. Il est disponible en plusieurs coloris. Vous pouvez donc vous rendre sur la boutique de Tyrannobox. Lien en description. Et vous avez toujours 5% avec le code DavidK. J'aime bien parler de mes partenaires parce qu'ils m'apportent beaucoup au quotidien. Je le dis souvent, mais je le pense sincèrement. Je sais qu'ils se démènent pour faire de nouvelles choses, être toujours novateur comme créer ce genre de collaboration. Et pour discuter régulièrement avec Julien, je vous assure que ce ne sont pas des choses qui sont très simples à faire. Et ça n'a rien à voir avec le côté artiste, ça a tout à voir avec le fait qu'il va falloir créer des nouveaux moules, etc. etc. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Donc si je peux, à ma modeste échelle, j'aime bien donner un petit coup de pouce. Enfin, je tenais à m'excuser pour mon dernier podcast. J'ai remarqué que j'avais une boule de poil juste ici de mon chat. La faute à ce petit Kun. Et moi aussi, ça m'a pris la tête quand j'ai regardé mon montage. Tout le montage, j'ai regardé cette petite boule de poil. Donc à tous les gens qui ont été perturbés en regardant ce podcast, je vous prie de m'excuser. Et enfin, dernière étape avant de débuter ce podcast, si j'ai une gueule de déterré, c'est tout simplement parce que j'ai une angine. Mais malgré cette angine, il est absolument inconcevable pour moi de ne pas faire ce podcast. C'est parti, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre thé chaud de l'hiver. On s'engage dans un nouveau podcast. On va parler de étincelles déferlantes. Salut les potes, on parle de étincelles déferlantes dans ce nouveau podcast. D'ailleurs, voilà, j'aimerais bien trouver un nom au podcast, tu vois. Moi, je regarde beaucoup le truc légende. Et moi, je voudrais trouver un nom, tu vois, assez, voilà, pour les podcasts. Si vous avez des suggestions, en commentaire. On va parler de l'évolution de étincelles déferlantes, des prix, de ce que ça engrange toujours, etc. Alors ici, dans cette vidéo, je vais pas aller sur Card Market pour vous dire « Waouh, telle carte, elle coûte cher, elle a pris tant de valeur. » C'est pas trop mon contenu. Ce que l'on veut, c'est comprendre ce qui arrive. Et je me suis pas mal trituré le cerveau pour trouver des choses qu'on vous avait jamais dites. Qu'est-ce qui peut déjà expliquer le succès de étincelles déferlantes au-delà des influenceurs qui ouvrent du Pokémon actuellement? Car oui, il y a des influenceurs qui ouvrent du Pokémon, mais globalement, on peut pas dire que c'est eux qui font monter le prix de la display de 50%. Car ouais, une display actuellement étincelle déferlante, c'est 240 € en vente réussie. Les ETB, on avoisine les 75 €. C'est plus flagrant sur les displays, on a une montée des prix qui est douce mais constante. Et quand je dis doux, tout est relatif. Ce que je veux dire par là, c'est que la display, elle ne fluctue pas, genre. Alors j'aimerais balayer un premier argument que j'ai beaucoup vu ces derniers temps et qui me paraît très incohérent, c'est l'argument du Bitcoin. Eh bah oui, pourquoi pas? On trouve toujours le moyen, nous, de nous parler de crypto-monnaie. Alors, je m'y connais pas énormément sur le sujet, mais j'ai quand même les connaissances de base. Quand on me parle de crypto-monnaie, généralement, je connais un petit peu le sujet. Attention, quand je dis ça, je ne pourrais pas tenir un débat avec quelqu'un pendant 1 heure, mais je sais de quoi on me parle. Et pour moi, il n'y a aucune corrélation entre la montée du Bitcoin et Pokémon. La montée du Bitcoin, selon moi, c'est tout simplement dû à l'élection de Donald Trump, qui a une politique favorable en ce qui concerne les entreprises et les différents consommateurs de différentes crypto-monnaies qui vont favoriser la montée du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Du coup, c'est en aucun cas lié à Pokémon. C'est vraiment deux choses, selon moi, qui sont très distinctes, mais je suis quand même curieux d'avoir vos retours. Maintenant, pour moi, il y a un élément qui me paraît très intéressant et qui est peu
abordées généralement sur Pokémon. Étincelle déferlante, c'est avant tout une belle série. Pour autant, est-ce que c'est une série qui est véritablement exceptionnelle? On a un Milobellus qui est magnifique, on a un Pikachu SAR qui explose actuellement tous les prix, avec une petite suspicion de manipulation du marché, mais bon, ça reste à voir. Un Latias X qui est beau en alternatif, mais qui ne fait pas l'unanimité. Et en ce qui concerne les autres alternatives, Pondralugon, Trioxydre, Noix de Coco, on peut pas dire que ça vient révolutionner l'édition. Parlons un petit peu des Gold et des Full Art. Elles sont sympas, mais elles ne cassent pas trois pattes à un canard. Le Latias X, on peut pas dire que ce soit le Latias Full Art de l'année. Quand je pense à Glaciation Plasma ou des trucs comme ça, je trouvais les Full Art là plus hype. Donc on va dire que c'est une belle édition, mais pour autant, si on s'y intéresse de près, elle n'est pas non plus transcendante. Et c'est là où intervient mon nouvel argument. Cette édition, elle n'est pas transcendante, malgré la hype qu'il y a autour, mais pour autant, elle est bien mieux que les précédentes. Et bim, voilà, on a mis le doigt dessus. Si Évolution Prismatique était sortie avant Étincelle Déferlante, est-ce que Étincelle Déferlante aurait connu un tel succès? Et là, je suis vraiment curieux de connaître vos retours, parce que moi, ma réponse, elle est non. Il faut être objectif. Oui, il y a des belles cartes dans cette série. Et pour moi, les deux plus belles cartes restent quand même le Milobellus, qui a une illustration vraiment incroyable pour les puristes. Cette carte est magnifique. Le Pikachu, c'est probablement l'un des plus beaux Pikachu qu'on ait eu récemment en alternative. C'est vrai que celui de Voltage éclatant, il était pas fou. Ce gros Pikachu bien obèse, avec ses gros yeux. Alors, ce Pikachu, il marque un tournant parce que c'est un Pikachu alternatif. Mais pour autant, est-ce qu'il peut supporter le poids de toute une édition en entier? Bah moi, je suis pas convaincu. Alors pour moi, il y a une hype qui est disproportionnée autour de cette édition. Et le facteur clé, eh bien, c'est sa sortie dans le temps. Et ça, c'est parfaitement maîtrisé par Pokémon Company. Il faut quand même rappeler que on a eu Destinée de Paldea qui a globalement été un flop, mais qui pour moi était une très belle édition. Les alternatives étaient bien plus jolies que celles de Étincelle Déferlante. Pour rappel, on avait le Mew qui était sublime, et sans parler du Dracofeu, on avait aussi ce Gardevoir, des chefs-d'œuvre dans les illustrations Pokémon. Et il faut pas être malhonnête, derrière on s'est mangé des murs. Je pense à Fable Nébuleuse qui était vraiment une catastrophe, entourée de mascarades crépusculaires. Et pour couronner le tout, Couronne Stellaire. Alors oui, les puristes nous diront qu'on avait de belles illustrations. Et je suis d'accord, le Terrapagos alternatif est magnifique, malgré ses petits diamants autour de la tête. Mais pour autant, c'était pas suffisant pour porter une édition. Et encore moins pour se différencier dans le bloc. La force de Étincelle Déferlante, c'est d'arriver à un moment qui est propice. Cette sortie, elle est parfaitement maîtrisée, elle est parfaitement réfléchie. On a une édition qui intègre des Pokémon emblématiques, pour autant avec des illustrations qui ne sont pas non plus révolutionnaires, mais qui sort globalement après, si je peux être un peu dur, des éditions qui ont été catastrophiques. C'est sans rappeler le contexte, et c'est souvent le même, que ce soit pour le bloc EB, le bloc SL ou le bloc XY, la deuxième partie du bloc est souvent plus intéressante. Et là, on vient avec Étincelle Déferlante de rentrer dans cette seconde partie du bloc. Imaginez-vous, on va avoir Évolution Prismatique, et en début d'année, logiquement premier trimestre ou fin de premier trimestre, on aura Rocket. Donc autant dire qu'on retrouve en l'espace de 6 mois bien plus de bangers qu'en une année, pour pas dire 2. Maintenant, j'aimerais aborder un deuxième facteur avec vous. Il faut bien comprendre que dans le temps, il y a des éditions qui n'étaient pas du tout appréciées à la sortie et qui, avec le temps, ont su trouver un public. Pourquoi? Je pense sincèrement que nous, on ne sait pas apprécier ce qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'à l'instant T, je vous rappelle que globalement, toutes les éditions du bloc EB ont été boudées. Oh là là, qu'est-ce que je viens pas de dire? Il y en a qui vont crier au scandale. Mais la vérité, c'est que c'est vrai. Point de fusion, catastrophique aux yeux du grand public. Reine de glace, je vous en parle même pas. Origine perdue et Tempête argentée, des succès très modestes à leur sortie. C'est que quelques semaines, pour ne pas dire que quelques mois plus tard, qu'on a su apprécier la beauté de ces éditions. Mais globalement, les éditions du bloc qui auront bloqué le bloc EB, c'était Évolution Céleste, Célébration et Star Étincelante. Ouais, Star Étincelante, on avait quand même 2 Dracofeu, les gars. 3 Dracofeu, pardon, je vais me faire engueuler. Et une petite mention sur le fait qu'on avait aussi des Pikachu et des TG qui étaient incroyables. Tout ça pour vous dire que c'est important de se rappeler de l'histoire. Je vous parle seulement du bloc EB, mais si je rentrais dans le bloc SL, ce serait catastrophique. Le nombre d'éditions qui ont été détestées, qui se sont très peu vendues, et alors là, vous allez halluciner, mais Harmonie des Esprits, Duo Shock, ça se vendait pas ouf. Je vous rappelle qu'une demi-display Duo Shock il y a 2 ans, c'était 300 €. Oui, je maintiens ce chiffre. Il y a 2 ans, c'était 300 €. Et personne trouvait ça révolutionnaire. Le Latias Latios alternatif, il était apprécié. Mais voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que quand Pokémon Company sort des éditions qui ne sont pas forcément appréciées sur le moment, ça met en valeur certaines éditions qui sont sorties par le passé et ça nous les fait apprécier. En fait, pour entretenir la hype et pour entretenir la flamme chez les collectionneurs, on a besoin d'avoir des éditions un peu mid. Pour ne pas dire vraiment pas ouf. Tout est en fait une question de timing. Car comme je vous l'expliquais dans le début de ce podcast, si
Étincelle déferlante était sortie après Évolution prismatique, il y a fort à parier que cette édition, Étincelle déferlante, n'aurait pas connu le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Pour autant, est-ce que les prix vont continuer de monter? J'appelle toujours à la prudence, on est sur une édition récente, on n'est pas sans avoir peut-être de possibles restock, reprint on n'y est pas encore, mais globalement, il va y avoir des ETB qui vont pop, parfois chez vos revendeurs favoris, dans vos boutiques, dans vos supermarchés. Et je vous invite toujours à suivre le site de Icaro Distribution qui est en description. D'ailleurs, j'ai dit au frérot qu'il fallait qu'il restock masse sur le site. J'espère que ce podcast, sans vous appeler à la prudence, il vous appelle à la réflexion, de bien comprendre que finalement, même une édition comme Couronne Stellaire ou Force Temporelle pourrait un jour beaucoup plus nous plaire. Car l'histoire nous a appris que c'était souvent le cas sur certaines éditions. Alors oui, il y en aura qui me diront en commentaire, et je le sais, non mais Point de Fusion, moi j'aimais, machin, etc. Règne de glace et Point de Fusion, ça fait partie des plus grands flops en deuxième partie d'un bloc. Et pourtant aujourd'hui ces éditions, on les trouve magnifiques et les displays coûtent une balle. Moi j'ai pas de Point de Fusion, je cherche une à trade, peux pas l'acheter 400 boules. Avant de me faire engueuler, je sais pas si ça vaut 400 balles, je crois qu'on est plus aux alentours des 330. Non, parce qu'après on pourrait me reprocher de vouloir tirer les prix vers le haut. Mais j'en ai pas, donc voilà. Mais j'aimerais bien en récupérer une autre trade, voilà, si quelqu'un est ouvert. Go me TM. Voilà pour ce podcast les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'ai pas vocation à vous garder 8 ans sur les podcasts, à vous dire 200 000 trucs. Je voulais juste vous rappeler que Étincelle déferlante, bien qu'il y ait une croissance intéressante sur cette édition, sa valorisation est due à sa timeline, c'est-à-dire à sa sortie dans le temps. Je pense sincèrement que si elle était sortie plus tard, même après Rocket, etc., elle aurait fonctionné, mais elle n'aurait pas connu une telle croissance. Et finalement, la conclusion de ce podcast, c'est de vous appeler constamment à une réflexion personnelle, de savoir est-ce qu'une édition est belle, et ne pas écouter le grand public, parce qu'aujourd'hui, si je me penche par exemple sur Faille Paradox, eh bien, c'est vrai, il y a des cartes que je trouve très jolies. Mais c'est à moi d'avoir la réflexion nécessaire de me dire, ok, est-ce que cette édition, dans le temps, elle a suffisamment de belles cartes pour connaître une plus-value? Une plus-value qui soit bien sûr financière ou tout simplement dans le cœur des différents collectionneurs et des gens qui aiment ouvrir des cartes. Je suis toujours obligé de prendre beaucoup de pincettes car je sais que j'ai un panel sur mon audience qui est très large, à la fois de collectionneurs, d'investisseurs et je l'espère peut-être même un petit peu de joueurs. C'est pour ça d'ailleurs que récemment sur mes podcasts, comme vous avez pu le voir, j'essaye d'élargir un petit peu mes horizons, que ce soit directement avec les cartes Pokémon TCG ou alors via Pokémon Pocket ou tout simplement en parlant de YouTube. Je sais tout de suite quand un sujet va mieux marcher qu'un autre et pour autant, j'essaye vraiment de développer mon audience et ma communauté autour de nombreux sujets qui me touchent. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast avec attention. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous en remercie. Pensez à vous abonner en masse, les gars. On vise les 10 000 abonnés, ça ferait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, c'est toujours le dé pour la communauté et les passionnés. Peace.